Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui puisque il est temps de faire un petit update sur mes lectures du mois d'avril. On est début mai, donc il faut que je vous parle d'un peu tout ça. D'habitude je le précise pas, mais je me dis que finalement c'est peut-être un petit peu plus utile pour vous. Sur le mois d'avril, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titres. Ok, ça fait comme si j'avais lu beaucoup, mais sur les 8, il y en a 2 qui sont des abandons. Je vais vous en parler plus tard. Il y en a une que j'ai écoutée en version audio. Du coup, en fait, j'ai pas passé de temps à lire physiquement, mais je l'écoutais pendant que je conduisais, pendant que je faisais le ménage. Du coup, ça passe beaucoup plus vite. Et il y a aussi 2 suites de saga, enfin fin de saga. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans un vlog lecture, le vlog lecture des 24 heures. Je vous mets le lien juste ici d'ailleurs, et je vais vous en parler rapidement puisque ce sont les 2 premières lectures du mois d'avril. Donc c'est évidemment Les Contes Suspendus, le tome 3 de Capitale du Sud, et L'Armée Fantoche, le tome 3 de Capitale du Nord. Guillaume Chamanadjian de ce côté-ci et Claire Duvivier, ces 2 trilogies qui constituent le cycle de la Tour de Garde. J'ai donc terminé ces 2 trilogies, j'ai clôturé le cycle de la Tour de Garde et c'était trop bien. Petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Tour de Garde, je vais juste vous lire le petit résumé ici du cycle entier. On nous dit « Aux extrémités sud et nord du continent se dressent 2 cités millénaires. Gémina, ici présente donc, ville tentaculaire, berceau des mythes et de la poésie. Ensuite, il y a aussi De Haven, de ce côté-ci, capitale du Nord donc. Cité-État commerçante gouvernée par la raison. 2 cités que tout oppose, hormis une passion commune pour un jeu de plateau, la Tour de Garde, dans lequel 2 joueurs s'affrontent en duel jusqu'à détruire la ville de l'autre. Mais le jeu en est-il vraiment un? Nox à Gémina et Amalia à De Haven vont chacun de leur côté découvrir que des menaces occultes se tapissent dans leur ville et qu'ils sont directement menacés, eux et ce qu'ils ont de plus cher. Donc, de ce côté-ci, dans Capitale du Sud, on suit Nox, et évidemment, comme c'était le tome final, eh bien, on le retrouve juste à la suite des événements du tome 2. J'aime beaucoup parce qu'à chaque fois, sur les tomes 1, 2 et 3, que ce soit à Capitale du Sud ou à Capitale du Nord, les événements s'enchaînent, il n'y a pas de grosse coupure en fait entre les tomes, on les retrouve directement après les événements du tome précédent. Et c'est trop bien. D'ailleurs, petit point, gros point pour moi, positif, grâce aux Forges de Vulcain, qui est donc la maison d'édition, il y a toujours un court résumé des tomes précédents. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé, mais les illustrations sont juste magnifiques. Bref, il y a toujours un résumé des tomes précédents qui est hyper important parce que ce soit pour Capitale du Sud ou Capitale du Nord de ce côté-là, c'est un univers qui est très riche, des intrigues et des sous-intrigues qui se mêlent, il y a beaucoup de manipulations et du coup, il y a aussi énormément de personnages d'ailleurs. Bref, les résumés des tomes précédents sont primordiaux pour se retrouver et même malgré ça, j'ai toujours eu un petit peu de mal en début de tome à me retrouver, à me dire telle personne a fait telle chose et liée à telle autre personne. C'est une vraie toile d'araignée, mais pour moi c'est pépite. Bref, vous l'avez compris, c'est une double trilogie que j'adore. J'ai adoré ces 2 derniers tomes. Évidemment, j'ai eu un peu de mal en fait à me lancer dans ces 2 tomes finaux parce que j'avais pas envie de terminer ce cycle, psychologiquement parlant, je veux dire, émotionnellement parlant. J'avais pas envie d'avoir la conclusion et d'abandonner les personnages, mais les épilogues qu'on a, le final et l'épilogue qu'on a à chaque fois, j'ai trop apprécié, c'était trop bien. D'ailleurs, je crois que je l'avais pas précisé dans le vlog, enfin si, je vous avais dit que j'ai toujours un attachement un petit peu plus particulier au personnage de Nox, c'est juste que je me retrouve un peu plus dans sa façon de vivre, dans son art de vivre, mais j'avoue que j'ai carrément préféré l'épilogue de Capitale du Nord. Je peux pas vous en dire plus. Évidemment, les 2 intrigues sont liées, d'autant plus que comme ce sont des tomes 3 d'un même cycle, d'ailleurs on le voit sur la couverture, mais ils se rejoignent. D'ailleurs, je crois que j'en ai jamais parlé, j'adore les couvertures, ce système de couverture qu'a fait Aux Forges de Vulcain, je vais vous montrer. Capitale du Sud, tome 1, tome 2 et tome 3. Ok. Et maintenant, Capitale du Nord. Je me suis carrément plantée en vous montrant les couvertures, donc on va faire comme si tout était correct, mais je vais vous mettre plutôt des photos des couvertures. Et tome 3.
Maintenant, comme je viens de vous le montrer, finale de Capitale du Sud, finale de Capitale du Nord. J'adore. Je trouve ça hyper intelligent. Déjà, c'est super beau, mais en plus, c'est juste... c'est un fabuleux clin d'œil à la façon dont se mêle l'intrigue de Capitale du Sud avec Nox et l'intrigue de Capitale du Nord avec Amalia. Comme quoi, ils évoluent chacun de leur côté, mais dans ce tome 3, ils se rejoignent à un endroit très précis que je ne vais pas citer pour pas vous spoiler si jamais vous êtes en pleine découverte de ce cycle. Bref, je vais pas m'éterniser plus que ça sur cette double trilogie. C'est trop bien, je vous le conseille vivement. Sachez juste que, comme je vous disais, que c'était hyper complexe, hyper dense, que ce soit au niveau de l'univers, des règles, des lois, de la façon de vivre, des personnages. Il y a énormément de personnages. Il faut aussi savoir que le registre est assez complexe, il est assez soutenu. C'est parfois compliqué de savoir où on va juste par cette façon de s'exprimer qui est un choix totalement assumé des deux auteurs, puisqu'en fait ça a totalement attrait à l'éducation qu'ont nos deux personnages principaux. Du coup ça peut être parfois, souvent, compliqué de suivre, mais c'est trop bien, je vous le conseille vivement, c'était trop génial et je suis trop contente d'avoir clôturé cette double saga. Bon, du coup maintenant il va falloir ranger tout ça. Après ça, j'ai lu, enfin écouté, puisque j'ai lu en version audio, le tome 3 de Vampiria. C'est La Cour des Ouragans, c'est toujours écrit par Victor Dixon et pour le coup c'était la lecture que vous aviez choisie dans mon premier book haul de 2024. Vous aviez donc voté pour celui-ci, c'était parfait puisque j'avais quand même envie de le lire et surtout ça m'a permis de clôturer encore une saga, une trilogie, donc c'est trop bien. J'avance à fond dans mes sagas pour ce début d'année. J'espère que je vais continuer dans cette lancée. Et pour le coup, là, c'était grâce à vous. Merci. Et non seulement je suis contente d'avoir clôturé ici aussi ce premier cycle, puisque j'ai cru comprendre qu'il y a une autre trilogie qui est en cours dans l'univers de Vampiria, mais avec d'autres personnages et d'autres lieux. Bref, je suis hyper contente d'avoir clôturé cette trilogie. D'autant plus que ce troisième tome était trop bien. Pour le coup, j'ai été étonnée puisqu'il était beaucoup plus long que les deux premiers tomes. Je crois qu'en termes d'écoute, de temps de lecture, j'étais sur du 7-10 heures sur les premiers tomes, je sais plus bien. Par contre, le troisième tome, c'était 15 heures d'écoute et pour le coup, j'ai été assez étonnée. Mais très sincèrement, je n'ai pas vu ces 15 heures d'écoute passer parce que comme je vous le disais, je fais un puzzle, je fais mon ménage, je conduis et c'est passé super vite. Après, pour le coup, j'étais tellement investie dans cette lecture audio que même quand je faisais ma vaisselle où je me dis ok, j'ai juste 5-10 minutes, et ben je me lançais quand même un chapitre, donc j'avançais comme ça. Et c'était trop bien. J'adore cet univers qu'a créé Victor Dixon et c'est assez rare pour le souligner. Mais d'habitude, mon cerveau est toujours en train de réfléchir, d'analyser, d'essayer de deviner les plot twists qu'il va y avoir. Là, dans Vampiria, je me laisse complètement portée, donc je suis constamment surprise. J'adore cette saga, je pense que je vais pas trop tarder à découvrir le deuxième cycle. Le premier tome est sorti il y a quelques temps déjà, et je crois que le deuxième, il est sorti hier ou aujourd'hui, ou il va pas tarder à sortir au moment où je vous tourne cette vidéo. Je vais quand même attendre un peu puisque j'ai envie d'avancer dans d'autres séries avant d'en commencer une nouvelle. Mais c'est clair que je vais me lancer un de ces jours. Bon, et sinon, pour vous parler de La Cour des Ouragans, sans forcément vous spoiler, je peux juste vous dire qu'on retrouve notre personnage principal, Jeanne, qui se fait toujours passer pour une noble afin de garder sa place dans la cour près du roi vampirique donc, qui sème le chaos et la terreur depuis 300 ans. Et dans ce tome 3, je peux juste vous dire qu'on va suivre Jeanne dans de nouveaux lieux puisqu'elle va être envoyée dans les Caraïbes. Donc nouveaux lieux, nouveaux personnages, nouvelle culture, nouvelles mœurs et des épreuves. J'ai adoré, je m'attendais pas du tout à ça, mais il y avait des épreuves où la personne qui ne validait pas son épreuve était zigouillée. Trop bien. J'ai adoré l'organisation des épreuves. C'était une surprise à chaque fois et les plot twists sur ces épreuves-là, c'était trop bien. Ça, c'était la première partie et la deuxième partie était pas forcément complètement différente, mais il y avait un gros tournant dans l'histoire et là aussi, j'ai beaucoup apprécié. Ce qui me manque un peu, ce qui me déçoit un peu entre guillemets avec cette fin de série, c'est qu'on n'a pas la conclusion que j'attendais. Mais je pense qu'en même temps c'est normal puisqu'on va continuer à découvrir cet univers et d'autres rebelles avec donc ce nouveau cycle qui est en cours.
Mais bon, je suis un peu déçue aussi qu'on va pas forcément retrouver Jeanne. On laisse son histoire avec la fin de ce tome 3, avec la fin de la cour des ouragans. Ouais, un petit peu déçue parce que attachée au personnage, parce que attachée à l'histoire et à l'intrigue. Mais bon, on verra bien. Après ça, j'ai lu L'Outsider de Stephen King. C'est un emprunt médiathèque que j'ai déjà rendu. Du coup, je vous mets la photo juste ici. Là, pour le coup, je vous en ai parlé dans ma vidéo des prédictions de la sélection du prix Babelio. Je suis quasi sûre qu'on va retrouver cette année dans une des catégories Oli de Stephen King. Et j'ai bien cru comprendre qu'il fallait avoir lu L'Outsider avant de lire Oli. Vous comprenez donc pourquoi j'ai lu ce titre ce mois-ci. J'ai voulu commencer à préparer gentiment mon challenge Babelio. Comme ça, si jamais Oli est vraiment dans la sélection, voire lauréat d'une catégorie, eh bien j'aurais déjà lu le titre précédent. J'aurais pas besoin de me farcir 2 titres au lieu d'un. Et pour être sûr de ne pas vous spoiler, je vais juste vous lire le résumé. On nous dit: le diable peut avoir de nombreux visages, et s'il avait le vôtre. Le corps martyrisé d'un garçon de 11 ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoin et empreinte digitale désignent aussitôt le coupable, Terry Maitland, l'un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l'équipe locale de baseball, professeur d'anglais, marié et père de 2 fillettes. Et les résultats des analyses d'ADN ne laissent aucun doute. Dossier classé. À un détail près, Terry Maitland a un alibi en béton. Et des preuves tout aussi irréfutables que les preuves qui l'accusent. Qui se cache derrière ce citoyen au-dessus de tout soupçon? Je pensais qu'on allait se lancer dans un polar. Alors, oui. Mais au cours de ma lecture, je me suis souvenu que Stephen King est quand même connu pour ses twists fantastiques. Et ça a aussi été le cas dans L'Outsider. Je m'y attendais pas forcément, je m'y attendais pas en début de lecture. Pour moi, on était vraiment dans un roman policier. Et au moment où je me suis dit, oui, il va y avoir un tournant fantastique, un petit peu de surnaturel, j'ai un petit peu moins accroché à ma lecture. D'autant plus que j'ai le même reproche à faire dans L'Outsider que dans Contes de fées que j'avais lu l'année dernière pour mon challenge Babelio de 2023. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Là, encore une fois, on aurait pu retirer 100, 150, peut-être même 200 pages. Et ça aurait absolument rien gâché à l'intrigue. D'autant plus qu'à partir du moment où on comprend, nous, lecteurs, avant que les personnages aient la révélation de ce qui se passe, de pourquoi ça se passe comme ça, franchement, il n'y avait plus vraiment d'intérêt à continuer à lire, à découvrir l'histoire. C'est pas que je savais déjà ce qui allait se passer dans les moindres détails, mais j'avais une idée globale et du coup pour moi il n'y avait plus vraiment d'intérêt de continuer. Je l'ai quand même fini parce que je me suis dit si jamais il y a un gros plot twist à la fin, je veux savoir. Mais bon, c'était sans plus. C'est clairement pas une lecture qui va me marquer, mais bon, au moins je l'ai lu et je pourrai lire plus tranquillement au lit si jamais il apparaît dans la sélection. Après ça, j'ai lu Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy. Là encore, je vais vous mettre la photo. Pour le coup, je l'ai acheté. Et je l'ai lu et aussi sec, je l'ai prêté à ma maman, donc c'est toujours elle qui l'a. C'est un roman de non-fiction autobiographique puisque Janet McCurdy, vous la connaissez peut-être, c'était l'une des stars d'une série télé de Nickelodeon qui est iCarly. Alors pour la peine, moi j'ai jamais regardé, mais c'est via ce rôle-là qu'on la connaît le plus. Donc dans ce titre, on va retrouver l'histoire autobiographique de Janet depuis son enfance jusqu'à nos jours. Et comme le dit le titre, on va surtout parler de sa relation toxique avec sa mère. D'ailleurs, gros trigger warning pour ce titre, parce que relation familiale toxique évidemment, parce que on aborde énormément le sujet des troubles alimentaires, que ce soit l'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie, il y a de gros trigger warning pour le vomi, et aussi de l'alcoolisme. Et surtout, je voulais faire la petite précision pour le vomi parce que personnellement, je crois que j'ai eu mon quota de mots, de situations, d'imaginaire autour du vomi pour au moins 5 ans. C'est dire à quel point on aborde le sujet dans ce titre. Donc vraiment, si vous êtes sensible là-dessus, que c'est quelque chose qui vous plaît pas, ou alors vous êtes dans une situation similaire à Janet, ne le lisez pas tout de suite. Sauf si vous pensez que au contraire ça va vous aider. Si vous pensez vraiment que lire un témoignage d'une personne qui a été anorexique, qui a été boulimique et qui commence à s'en sortir, si ça peut vous aider, si vous pensez vraiment que ça peut vous aider, allez-y, mais vraiment allez-y avec des pincettes. Autrement, ne le lisez pas parce que c'est vraiment compliqué. Moi qui n'ai pas de problème sur ce sujet,
qui suis pas du tout concernée par ce genre de troubles de l'alimentation. J'ai eu à certains moments du mal. Pareil, si vous êtes dans une relation toxique, que ce soit une relation avec votre partenaire, un ami ou une personne de votre famille, ça risque d'être aussi assez compliqué à lire, à aborder comme lecture, parce que la relation qu'avait Janet avec sa mère, c'était clairement une relation toxique, c'était clairement une relation de manipulation de la part de sa maman. Et waouh, je sais pas du tout comment elle a fait pour trouver la force mentale de s'en sortir, parce que vraiment c'est hyper dur à lire, c'est hyper dur de s'imaginer qu'il y a des relations comme ça qui existent et pour lesquelles les personnes concernées pense que c'est normal. Parce que ce que Janet nous explique dans ce livre, c'est que pour elle, c'était absolument normal d'avoir une telle relation avec sa mère. Elle a jamais vu le problème. Elle a commencé à voir le problème plusieurs années après que sa mère soit décédée. Et enfin bref. Il faut le lire pour le comprendre, pour l'imaginer, pour le visualiser. Mais encore une fois, si vous êtes dans une de ces situations, prenez-le avec des pincettes ou gardez-le pour plus tard. Ensuite, on aborde les 2 déceptions de ce mois d'avril que je n'attendais pas du tout d'ailleurs. Donc on va parler des 2 abandons coup sur coup. J'ai pas fait exprès, c'était absolument inattendu puisque pour le coup ces 2 titres-là, je les avais aussi placés dans ma pile à lire ultime de 2024. Donc c'est des titres que j'avais envie de lire depuis un moment, qui me faisaient envie de par leur résumé, mais aussi des avis ultra positifs que j'avais vus, que j'avais lus, que ce soit en anglais ou en français. J'avais vu que des retours positifs et bref, je suis hyper déçue de les avoir abandonnés, mais en même temps, ça valait pas le coup que je me force. Le premier que j'ai commencé, c'était Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong. Alors ça a beau être un roman assez court, de mémoire il faisait 250-260 pages. J'en ai lu 60 pages, j'ai lu 2 chapitres. Et alors autant le premier chapitre, je me suis dit bon c'est peut-être parce que je comprends pas encore trop le style d'écriture, mais ça va venir. Le deuxième chapitre, clairement, quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit je laisse tomber en fait, je laisse vraiment tomber. Ça sert à rien que je continue, je prends aucun plaisir. C'est vraiment le style d'écriture qui me convient pas du tout puisque on passe d'un sujet à l'autre. En fait, on passe du coq à l'âne sans cesse. C'est un peu une partie de ping-pong mais avec des sujets complètement différents. On a un petit paragraphe avec un sujet, on passe à un autre paragraphe avec un autre sujet, puis au 3e paragraphe, on revient au premier sujet. Le paragraphe suivant, on revient au second sujet. Et finalement, j'ai rien compris. Pour moi, il n'y avait pas de fil conducteur. Bref, aucun plaisir, aucune émotion, aucun attachement. Alors certes, c'était que 60 pages, mais vraiment, j'aurais pas pu continuer. Ça a été un abandon définitif. Et là, pour le coup, j'ai eu aucun regret. Enfin, je me suis pas posé la question de est-ce que je vais regretter de laisser tomber ce livre. Non, je l'ai laissé tomber et je l'ai oublié aussi sec. Par contre, le deuxième abandon, là j'ai eu un petit peu plus de mal, mais je me suis décidée hier à vraiment l'abandonner. C'est Hamnet de Maggie O'Farrell. Pour le coup, celui-ci, je l'attendais vraiment et j'étais persuadée de l'adorer. On est dans un roman historique où on reprend l'histoire de la famille de Shakespeare. Hamnet, c'est son fils, mais le livre va surtout parler d'Agnès, l'épouse de Shakespeare. D'ailleurs, je dis Shakespeare, mais il est jamais nommé. Il est désigné sous des titres, des noms communs comme le père, le fils, le mari, le fiancé. On ne dit jamais son prénom, on ne dit jamais son nom de famille, mais c'est écrit sur la 4e de couverture et c'est aussi mentionné dans la note de l'autrice en début de livre. Et en fin de livre, c'est évidemment basé sur la vie de Shakespeare, sur sa relation familiale, sur la famille de Shakespeare. Bref, je suis arrivée à la page 217 sur 355, donc en fait j'ai dépassé la moitié, je suis pas tout à fait aux 2/3 et je l'abandonne. Le style d'écriture, pareil, ne me convient pas. C'est trop travaillé pour que je prenne plaisir à le lire. C'est avec une double temporalité, alors d'habitude j'aime bien puisqu'on a certains chapitres où on est au présent et on suit principalement Hamnet qui cherche des gens pour secourir sa sœur qui, on l'apprend un petit peu plus tard, est atteinte de la peste. Et dans le passé, on suit plutôt la rencontre entre Shakespeare et Agnès et la façon dont ils ont construit leur vie ensemble, dont ils ont bâti leur famille. Mais voilà, là encore, j'ai
pas vraiment d'attachement au personnage, j'ai pas vraiment d'attachement à l'intrigue, je suis pas investie en fait dans ma lecture, je prends vraiment pas de plaisir. Pour le coup, je me suis même rendu compte que je me forçais à le lire, c'est vous dire à quel point je prends pas de plaisir avec cette lecture, donc autant l'abandonner. D'ailleurs, il est temps que je retire mon marque-page, que je le récupère et que je rende ce livre à la médiathèque, puisqu'en plus je l'ai emprunté. Il fallait que je le rende hier et j'ai prolongé mon emprunt en me disant je vais le finir avant de le ramener. D'ailleurs, j'ai tellement eu de mal avec cette lecture qu'au début, quand je l'ai commencé, eh bien, je suis allée faire un tour au centre culturel de ma ville et j'ai acheté 2 livres. Je vous les ai déjà présentés dans un book haul. J'ai mis en pause Hamnet puisque La Psy de Freida McFadden me faisait super envie. Et alors là, aucun regret d'avoir mis en pause Hamnet pour lire La Psy puisque là, je l'ai dévoré. Ça a duré 24 heures, peut-être un poil plus, et c'était trop bien. Dans La Psy, on suit 2 jeunes mariés, Ethan et Tricia, qui sont en recherche d'une nouvelle maison. Donc on les rencontre, ils s'apprêtent à visiter possiblement la maison de leurs rêves. En tout cas, Ethan, il a tout de suite le coup de cœur et Tricia, elle a une grosse boule dans le ventre. Elle se dit ça va pas le faire parce que il se trouve que cette maison est un manoir isolé qui a appartenu au docteur Adrian Hale, docteur qui est porté disparu depuis 3 ou 4 ans. On ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a jamais retrouvé son corps, on n'a jamais eu de ses nouvelles, elle est juste portée disparue. Et évidemment, il se retrouve bloqué dans cette maison un petit peu angoissante parce que il y a une violente tempête de neige et ils n'ont pas le choix que de se réfugier dans cette maison. Ils découvrent des traces de pas assez récentes, il y a de la lumière qui s'allume toute seule, bref, il y a des choses pas très sympas qui se passent. Et voilà, je peux pas vous en dire plus sur le résumé, c'est juste que j'ai adoré ce titre. J'avais lu l'année dernière, là aussi dans le cadre de mon challenge Babelio 2023, un autre titre de cette autrice, Freida McFadden, c'était La femme de ménage, et j'avais adoré ce titre puisque la narratrice et l'autrice m'avaient complètement menée par le bout du nez. J'avais absolument pas vu les plot twists arriver alors que je me doutais qu'il allait y avoir quelque chose. Et bref, j'avais adoré cette structure du roman et je m'attendais un peu à avoir le même cas avec La Psy. Je m'attendais à être baladée soit par l'autrice, soit par le narrateur, soit par l'un des personnages. Alors je peux pas vous dire ce qu'il en est sans vous spoiler, donc je ne dirai rien puisque je veux pas vous gâcher l'expérience de lecture. Je peux juste vous dire que j'ai été surprise et c'était trop bien, j'ai rien vu venir. C'était excellent. C'est un vrai page-turner, pour le coup j'étais complètement happée dès le début. On suit principalement 2 points de vue différents, celui de Tricia qui donc visite la maison de nos jours, et on a aussi le point de vue de temps en temps de Adrian Hale, donc cette psy qui a disparu il y a 3 ou 4 ans. Et de temps en temps, on a des retranscriptions, puisqu'il se trouve qu'Adrienne enregistrait très souvent à l'insu de ses patients les séances qu'elle avait avec eux dans sa maison. Donc on reconstitue le puzzle un petit peu de ce qui s'est passé avant sa disparition, pourquoi elle a disparu. Pépite, trop bien. J'ai adoré et je ne peux que vous le conseiller. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai commencé à avoir une panne de lecture, puisque gros presque coup de cœur, j'ai envie de dire. Bref, très chouette lecture, dévorée en quelques heures. Et après, je suis repassée sur Hamnet où j'accrochais pas du tout. J'espère ne pas tomber en panne de lecture. Je fais tout pour. D'ailleurs, j'ai commencé un vlog lecture que vous aurez donc très bientôt sur la chaîne. J'ai commencé un autre titre en espérant que la panne de lecture ne s'installe pas, et vous aurez donc le résultat dans ce vlog prochainement. Bref, c'en est tout de cette vidéo, cette update lecture du mois d'avril qui a été en dents de scie finalement, de très bonnes lectures et des abandons. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces titres, et d'ailleurs j'ai une question pour vous, est-ce que vous abandonnez facilement des livres qui ne vous plaisent pas, ou est-ce que vous vous forcez à aller jusqu'à la fin? Moi j'avoue que souvent j'ai tendance à pousser en me disant que il y aura peut-être un plot twist, quelque chose qui va me faire m'accrocher un petit peu plus à ma lecture. Mais très concrètement, vous voyez, ce mois-ci, j'ai abandonné 2 livres, et 2 livres qui me tenaient à cœur. Donc je pense que je commence à avoir un petit peu plus de facilité à abandonner des livres. Bref, dites-moi dans les commentaires comment vous gérez ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Bye bye!